Dans quelques jours, le 12 septembre 2024, c'est la sortie du nouveau Test Drive Unlimited, sobrement intitulé Solar Crown. Ça faisait longtemps que la communauté attendait le retour de cette licence, 13 ans, puisque le dernier Test Drive Unlimited, le 2, était sorti en 2011. Et pourtant, malgré ces 13 ans d'attente, les joueurs sont vraiment au rendez-vous, et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu une telle hype autour d'un jeu vidéo de course. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler un petit peu de la licence TDU de manière générale, et c'est d'expliquer un petit peu pourquoi et comment la licence Test Drive Unlimited s'est hissée au sommet des jeux de course open world, et pourquoi maintenant, 13 ans plus tard, il y a toujours une hype aussi monstrueuse autour de cette série de jeux, et pourquoi il y a une si grosse hype autour du prochain Test Drive Unlimited, Solar Crown. Aujourd'hui, on va donc parler du passé, du présent et du futur de Test Drive Unlimited. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laissez-moi vous parler du partenaire de celle-ci, World of Warships. Si vous aimez conduire et faire exploser des trucs, alors vous êtes au bon endroit, puisque dans World of Warships, vous allez manœuvrer des bateaux en multijoueur pour faire exploser ceux des autres. World of Warships, c'est un jeu multijoueur de combat naval. C'est un free-to-play, c'est gratuit. Vous pourrez choisir parmi 650 bateaux de guerre venant de 13 nations différentes et répartis dans plusieurs catégories comme les destroyers, les croiseurs, les sous-marins ou encore les porte-avions. Sur World of Warships, chaque bateau et sous-marin a ses propres avantages, sa propre maniabilité et une capacité ou utilité particulière. Chaque navire a donc son gameplay spécifique et aura son utilité lors des combats. Le jeu existe depuis plusieurs années mais évolue chaque mois. Il y a des nouvelles mises à jour, des nouveaux bateaux, des nouveaux contenus, des nouveaux partenariats avec d'autres jeux, d'autres marques ou même carrément des fois des artistes musicaux comme le groupe Megadeth. En gros, il y a tout le temps des choses à faire sur World of Warships et en l'installant via le lien que vous trouverez sous cette vidéo, le lien partenaire de la chaîne, vous profiterez d'un pack débutant d'une valeur de 25 € que vous recevrez après avoir complété votre première bataille. Ce pack contient des personnalisations et bateaux uniques ainsi que des crédits de jeu que vous pourrez utiliser pour acheter des nouveaux bateaux ou pour personnaliser le vôtre. Le lien vous permettant de télécharger le jeu et de profiter de ce pack de 25 € sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Alors n'attendez plus et téléchargez gratuitement World of Warships via mon lien pour profiter de ce pack de 25 € et soutenir gratuitement ma chaîne par la même occasion. Merci à ceux qui penseront ajouter un petit coup d'œil et merci bien sûr à World of Warships d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Bon, je vous le disais, on va parler un petit peu du passé, du présent et du futur de Test Drive Unlimited. On va donc un petit peu remonter le temps et on va commencer par les premiers jeux de la série. Qu'est-ce qui a fait que Test Drive Unlimited 1 et 2 ont autant marqué l'esprit des joueurs? Eh bien déjà, faut le dire, Test Drive Unlimited a été dans les pionniers du style jeu de course open world. Même si 2 ans avant était sorti le jeu Need for Speed Underground 2 et que 1 an avant était sorti Most Wanted, 2 jeux de course open world eux aussi, c'était vraiment la première fois qu'on avait la possibilité de profiter d'un open world aussi massif. Là où Most Wanted et Underground 2 proposaient des maps open world de quelques kilomètres carrés, basés sur des lieux fictifs inventés pour le jeu, Test Drive Unlimited est arrivé avec une map de 1500 km carrés, reprenant une vraie île réalisée à l'échelle 1/1. Et ça a été vraiment quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire que si vous parcouriez la map de Test Drive Unlimited et qu'ensuite vous alliez en vacances sur l'île d'Oahu, vous pouviez plus ou moins retrouver les mêmes lieux. Alors je dis plus ou moins parce qu'à l'époque, forcément, on était quand même en 2006, la sortie de Test Drive Unlimited 1. Même si la map était réalisée à l'échelle 1/1 et que la plupart des routes correspondraient aux vraies routes de la vraie île d'Oahu, il y avait quand même pas mal de zones dont beaucoup de détails avaient été supprimés parce que les technologies de l'époque étaient celles qu'elles étaient et que réaliser une aussi grande map en reprenant chaque bâtiment de la vraie île d'Oahu et chaque petit détail aurait été beaucoup trop compliqué. Mais surtout, là où Need for Speed Underground et Need for Speed Most Wanted, pour ne citer que eux, proposaient un jeu de course open world basé sur une ambiance tuning et course de rue illégale, TDU vous proposait un jeu présentant une vibe très différente. Test Drive Unlimited 1 et 2 proposent une ambiance bien plus détendue, bien moins sombre, bien plus paradisiaque et bien plus vacances. Alors oui, sur Test Drive Unlimited 1 et 2, la police était présente, il y avait donc des courses-poursuites qui pouvaient durer de longues minutes, un petit peu comme sur un Most Wanted en bien moins vénère, mais le jeu n'était absolument pas centré ni sur une guerre des gangs automobiles, ni sur la rivalité avec la police, c'était vraiment good vibe. En plus de ça, à l'époque, Test Drive Unlimited 1 était magnifique, il n'y a pas d'autre mot. En termes de réalisation graphique, le jeu éteignait absolument toute la concurrence. D'ailleurs, le jeu était extraordinairement dur à faire tourner sur PC, il fallait un PC de fou furieux pour le faire tourner en bonne qualité et de manière fluide, mais si on arrivait à le faire tourner en bonne qualité, ou si on est joué sur console, puisque effectivement à l'époque TDU1 est aussi sorti sur PlayStation 2 et sur Xbox 360, on profitait alors de graphismes époustouflants pour l'époque. Alors surtout quand même, il faut le dire, sur la version 360 et sur la version PC, parce que la version PS2 est nettement moins jolie. Un autre gros avantage de Test Drive Unlimited 1, c'était sa physique, qui était nettement plus réaliste que les autres jeux en open world de course déjà sortis à cette époque-là. Et très honnêtement, même en étant retourné
cette année sur le jeu, je trouve que la physique n'a pas trop mal vieilli. La seule chose qui a mal vieilli, ce sont les drifts et les sauts. La physique du jeu est extrêmement rigide et on sent qu'elle a été pensée vraiment pour une conduite sportive grippée, mais la conduite est tellement rigide qu'on ne peut juste pas drifter et que les sauts sont extrêmement bizarres. Mais à l'époque, cette conduite était jugée comme réaliste et on pouvait vraiment se faire kiffer en y jouant au volant. Chaque voiture avait sa propre physique, ses propres réactions, et des voitures, il y en avait quand même beaucoup, plus d'une centaine de modèles pour l'époque, je rappelle en 2006, même si d'autres jeux faisaient mieux, comme par exemple Gran Turismo 4, qui proposait déjà à l'époque plusieurs centaines de voitures, plus de 100 modèles sur Tesla Limited, ça restait beaucoup, et surtout, c'était un peu le record à l'époque pour un jeu de course open world. Et ce qui était très cool, c'est qu'il y en avait pour tous les goûts, on pouvait autant rouler dans des vieilles voitures que dans des voitures modernes pour l'époque, et il y avait aussi bien des voitures très sportives, des supercars ou des hypercars par exemple, mais on pouvait aussi rouler dans des compacts, dans des berlines, dans des coupés, ainsi que dans des voitures concept. Et quelque chose que j'ai personnellement énormément apprécié à l'époque dans le choix des voitures, c'est le fait qu'il n'y avait pas que du haut de gamme. Alors je vous cite un petit exemple pour illustrer un peu mes propos. Dans la marque Audi, sur le jeu, si on était pété de thunes, on pouvait s'acheter la Audi RS6, donc la grosse break ultra puissante avec 570 chevaux. Si on avait un petit peu moins d'argent, on pouvait s'acheter la S6, donc le modèle un petit peu en dessous, équipé d'un moteur V10 lui aussi, mais sans les turbos, qui faisait aux alentours des 400 chevaux. Et si on avait encore moins d'argent, on pouvait aller chez Audi et acheter la A6 3 litres TDI. Il y avait donc pour un modèle 3 versions différentes, avec du très haut de gamme, du milieu de gamme et de l'entrée de gamme. Et ça marchait pour plein de modèles sur le jeu. Autre chose qui était assez exceptionnelle pour l'époque, c'est qu'on avait une vue intérieure, et une vue intérieure qui était détaillée, avec l'affichage dans l'intérieur de la voiture de tous ces équipements et ordinateurs de bord. Par exemple, le GPS de la minimap était affiché à la place de l'écran où normalement la voiture avait vraiment le GPS en vue intérieure. C'était il y a 18 ans, et dites-vous que Forza Horizon 5, sorti il y a 3 ans et ayant infiniment plus de budget, n'a toujours pas des fonctionnalités comme celle-ci. Donc d'un côté, on avait beaucoup plus de voitures que sur les autres jeux de course open world. Certes, on en avait moins que sur un Gran Turismo, mais par contre, toutes les voitures étaient modélisées intégralement, y compris les vues intérieures, ce qui n'était absolument pas le cas sur un jeu comme Gran Turismo. Donc pour l'époque, ils avaient vraiment réussi à mettre la barre très haut sur ce point-là. Ah oui, je le précise aussi avant d'oublier quand même, pour moi c'est un peu plus anecdotique, mais il y a quand même des motos sur Tesla Limited 1, et si je ne dis pas de bêtises, à l'époque Tesla Limited 1 c'était le premier jeu qui mélangeait les motos et les voitures, le tout dans un open world. Mais il y a une chose sur laquelle à l'époque déjà Tesla Limited avait misé, et c'est ce qui a fait vraiment sa différence par rapport à ses concurrents qui sont sortis après lui, c'est le côté full experience, le côté un petit peu roleplay. Effectivement, on est sur un jeu de course, donc ce qui veut dire que vous allez faire tout un tas d'épreuves pour gagner de l'argent avec votre bagnole, pour pouvoir en acheter d'autres. Mais à l'époque, les développeurs ont dû se dire quelque chose du genre, c'est cool de conduire des voitures de luxe, mais est-ce qu'on pourrait pas proposer aux joueurs de vivre encore plus que ça, leur donner la possibilité d'explorer virtuellement le monde du luxe. Et c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire avec brio sur Tesla Limited 1 et encore plus sur Tesla Limited 2 avec les fonctionnalités dites roleplay, les fonctionnalités dites réalistes. Le fait, c'est tout con, mais ça a fait vraiment une grosse différence à l'époque, de pouvoir acheter des maisons. Puisque oui, sur Tesla Limited 1, pour stocker vos voitures, vous avez besoin d'un garage. Et autour du garage, forcément, il y a une maison. Sur le jeu, vous pouvez choisir parmi des dizaines de maisons, plus ou moins chères, plus ou moins luxueuses, des maisons qui vous serviront de QG et dans lesquelles vous verrez votre personnage évoluer au fur et à mesure du jeu et au sein des différentes pièces de la maison. Donc il y avait vraiment un petit côté satisfaisant d'acheter une grosse maison très chère parce qu'on pouvait voir tout son intérieur avec ses décorations et on avait vraiment presque l'impression d'avoir acheté une vraie maison. C'était quelque chose de vraiment dingue pour l'époque. En plus de ça, chaque maison avait son garage avec un certain nombre d'emplacements. Par exemple, une grande maison pouvait avoir 12 emplacements, ce qui fait qu'à l'époque, vous pouvez par exemple garer 12 voitures dans votre maison. Vous pouviez avoir plusieurs maisons, ce qui fait que si vous aviez un garage 12 places mais que vous voulez acheter une 13e voiture, il fallait acheter un autre garage, donc une autre maison. Ce qui était ultra cool, c'est qu'on avait la possibilité d'organiser les garages comme on le souhaitait et de les visiter. C'est-à-dire que dans chaque maison dans laquelle vous étiez, vous pouvez aller au garage et voir votre collection de voitures représentée de manière physique. Par exemple, vous pouviez garer les voitures à certains emplacements particuliers et les mettre dans l'ordre de votre choix. Vous pouviez donc vous faire un petit garage marque par marque en vous disant allez, dans cette maison je mets que mes Ferrari, ou alors vous pouvez vous faire un petit garage en mode couleur, allez, dans cette voiture là je mets toutes mes voitures bleues. Vous l'avez donc compris, en plus de pouvoir profiter des voitures de luxe, vous pouviez profiter d'un univers de luxe complet virtuel. Et ça allait, et ça c'était vraiment je pense le top fonctionnalité de Tesla Limited 1, jusqu'à vous proposer d'aller directement dans le concessionnaire de la marque de votre voiture pour pouvoir l'acheter. Par exemple, si à l'époque on voulait une Mercedes, il suffisait pas d'aller dans un menu de concessionnaire et de
chercher votre Mercedes, comme ça le fait par exemple sur un Forza Horizon, mais il fallait trouver le concessionnaire Mercedes qui était sur l'île quelque part caché. Des concessionnaires, il y en avait plein, et des concessionnaires à l'époque, il y en avait pour presque chaque marque, et surtout chaque concessionnaire avait ses propres décos, son propre showroom, ses propres modèles exposés, qui faisait que dès qu'on allait dans un nouveau concessionnaire, bah c'était un peu une nouvelle expérience, c'était un nouveau lieu vraiment qu'on pouvait découvrir. Et surtout ce qui était top, et ce qui était vraiment, je trouve, incroyable à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, c'est le fait que lorsque vous achetez une voiture chez un concessionnaire, vous avez la possibilité de choisir ses couleurs parmi le catalogue officiel des livrets de la vraie voiture que vous achetiez, mais aussi parmi les jantes constructeurs du modèle qui existait en vrai, et surtout vous pouviez choisir la finition intérieure. Ce sont des choses qu'on ne retrouve toujours pas sur des jeux très modernes. Alors effectivement, The Crew Motorfest propose maintenant quelque chose de similaire pour les peintures et pour les jantes, toujours pas pour l'intérieur des véhicules. On peut les personnaliser, mais c'est pas des configs officiels. Donc en gros, on avait trouvé son concessionnaire, on avait trouvé sa voiture avec sa configuration parfaite, avec laquelle on allait réaliser tout un tas de types d'épreuves qui nous permettrait d'acheter une nouvelle voiture plus tard ou d'acheter une nouvelle maison ou un nouveau garage. Et ça a été vraiment un coup de génie de la part des développeurs de Test Drive Unlimited. Proposer une expérience complète dans laquelle on ne fait pas que enchaîner des courses bêtement, mais dans laquelle on a l'impression de pouvoir gérer la vie intégrale de son personnage. Alors évidemment, des courses, on avait plein à faire sur Test Drive Unlimited 1, il y avait tout un tas de types d'épreuves, des courses sur circuit, des sprints, des courses éliminatoires où le dernier de chaque tour est éliminé, mais aussi des épreuves dans lesquelles vous devez atteindre un certain objectif de vitesse ou réaliser des vitesses élevées devant des radars. Mais en plus de toutes ces épreuves, on va dire, un peu classiques qu'on pouvait retrouver sur plein de jeux, Test Drive Unlimited avait mis aussi au point avec TDU1 des petites missions annexes, des missions secondaires, qui n'étaient pas nécessaires pour terminer le jeu, mais qui étaient extrêmement rentables. En général, elles rapportaient vraiment beaucoup d'argent, et qui étaient là aussi un petit peu roleplay, on va dire ça comme ça. Il y avait des missions dans lesquelles, par exemple, on prenait des gens en stop, on devait les emmener au point indiqué sur la map dans le temps imparti, tout en écoutant leurs petits commentaires sur votre conduite. Il y avait des missions de transport de colis, où l'un des PNJ vous donnait un colis que vous deviez emmener sans vous faire repérer par la police du point A au point B. Et puis il y avait surtout, et ça c'était vraiment les meilleures missions, les missions de convoyeur. On vous demandait d'emmener une voiture du point A au point B, il n'y avait pas de limite de temps. Par contre, chaque voiture avait une barre d'état, on va dire une barre de vie entre guillemets, et selon l'état de la voiture et la livraison, on était plus ou moins payé, ce qui obligeait, ou en tout cas invitait fortement les joueurs à faire très attention à ce qui se passait sur la route et à éviter un maximum les sorties de route ainsi que les collisions. Et surtout, ce mode là, c'était un peu la possibilité, au début du jeu en tout cas, de tester des voitures beaucoup plus chères et beaucoup plus performantes que celles qu'on a au début du jeu. Au début du jeu, on commence avec des voitures moyennement performantes, et la première mission de convoyeur de voitures, c'est avec une Ferrari Enzo. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, vous allez pouvoir explorer la map au volant d'une voiture surpuissante, qu'il va falloir rendre évidemment, mais qui vous donne un petit avant-goût de ce qui vous attend sur le jeu une fois que vous aurez avancé. TDU1 était à l'époque une vraie masterclass. C'est vraiment l'un des jeux qui se rapproche le plus de la perfection. C'est-à-dire que maintenant, bien sûr, 18 ans plus tard, il a vieilli, mais à l'époque, je vois honnêtement pas ce qu'on pouvait lui reprocher. Tout était exceptionnel pour l'époque. Quelques années après est sorti Test Drive Unlimited 2. Test Drive Unlimited 2, c'est le même concept que Test Drive Unlimited 1, avec quand même pas mal de nouveautés et avec aussi, malheureusement, des petits points négatifs qui sont arrivés en cours de route. Alors je sais qu'en général, les gens qui ont joué à Test Drive Unlimited 2 ne sont pas forcément très objectifs par rapport à Test Drive Unlimited 2, mais même s'il y a des choses exceptionnelles sur ce jeu-là, il y a aussi des choses un peu ratées, ce qui était, je trouve, moins le cas avec Test Drive Unlimited 1. Mais donc c'est le même concept, vous êtes parachuté sur une île réalisée à l'échelle réelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur TDU2, c'est pas tout à fait la même map que sur TDU1. En fait, sur TDU2, on retrouve la map de TDU1, plus une nouvelle île qui est l'île d'Ibiza, ce qui fait qu'au total, on a largement plus de 2000 km² à explorer. Globalement, ça reste le même concept, sauf que sur Test Drive Unlimited 2, ils ont vraiment essayé de tourner tout le jeu autour d'un championnat qui s'appelle le Solar Crown, d'où le titre de Test Drive Unlimited Solar Crown, le prochain jeu de la licence, qui est une ref au tournoi de TDU2. TDU2 vous propose donc une histoire maintenant, une histoire entre guillemets, parce que en réalité c'est plus un enchaînement de cinématiques destiné à vous présenter un petit peu le lore et chaque personnage important du jeu prenant lui aussi part au tournoi Solar Crown. Effectivement, c'est l'un des points qui n'avait pas été très travaillé sur TDU1, il y avait vraiment zéro histoire sur TDU1, sur TDU2 il y en a un peu plus de lore, un peu plus de cinématiques, ce qui est toujours cool. Dans les grosses nouveautés sur TDU2, il y a également le fait que maintenant on progresse de manière un petit peu plus linéaire, c'est-à-dire que sur TDU1, à partir du moment où vous avez l'argent, vous pouvez vous acheter ce que vous voulez et vous pouvez participer à tout un tas d'épreuves. Sur TDU2, c'est différent, vous allez vraiment tous passer par les mêmes courses dans le même ordre, passer des catégories de véhicules les moins performantes aux catégories de véhicules les plus performantes, qui effectivement améliorent le sentiment de progression, mais par contre ce qui un petit peu nuit au sentiment de liberté qu'on avait sur TDU1. Mais dans le cadre de ce nouveau système de progression, ils ont ajouté une école de pilotage, pour reprendre un petit peu ce
qui se faisait sur les Gran Turismo de l'époque. Sur les Gran Turismo de l'époque, il y avait certaines épreuves qui nécessitaient certains permis. Bah là c'est pareil, si vous voulez réaliser les courses du niveau de performance suivante, alors vous devez passer un petit diplôme, un petit permis, apprenant les bases du pilotage avec des voitures de plus en plus performantes. Graphiquement, le jeu est beau pour son époque, même si je trouve qu'il a un peu moins bien vieilli que TDU1. TDU2 est plus joli que TDU1, mais on va dire que TDU1 n'ayant que très peu d'effets, on va dire particuliers, bah, les effets n'ont pas pu vieillir. Sur TDU2, il y a tout un tas d'effets de particules, de textures, de reflets, qui étaient top pour l'époque, mais qui ont moins bien vieilli, je trouve, et qui ont surtout moins bien vieilli que d'autres jeux concurrents. Mais surtout, il y a un vrai point noir sur Test Drive Unlimited 2, c'est la conduite. Je vous le disais, sur TDU1, la conduite est très rigide, elle ne vous permet pas vraiment de drifter, mais la conduite grip était particulièrement bien réalisée. Sur TDU2, c'est un peu différent, parce que oui, effectivement, on peut un peu plus glisser. Le problème, c'est qu'on glisse tout le temps. Alors j'abuse un petit peu, mais clairement, sur ce jeu, les voitures propulsion sont très bizarres à manœuvrer. Drift de manière un petit peu aléatoire, et malheureusement, elles sont beaucoup moins efficaces que les 4 roues motrices du jeu. C'est la raison pour laquelle, en général, sur ce jeu-là, beaucoup de gens ont pris Lancia Delta en starter, c'est parce que c'était une 4 roues motrices, et que clairement, elle explosait absolument toute la concurrence. La physique n'était pas désagréable, elle était simplement bizarre, et je pense qu'une fois qu'on s'était vraiment bien habitué, alors c'était vraiment plus trop à considérer comme un défaut. Mais la physique, pour un jeu de course, c'est vraiment extrêmement important, et je considère quand même si le jeu est excellent pour plein de raisons, mais personnellement, j'ai toujours considéré que la physique de TDU2 était un petit peu ratée. Bon, par contre, quelque chose qui a énormément été amélioré encore sur TDU2, c'est encore une fois le côté RP, le côté expérience complète. Je disais, sur TDU1, on pouvait déjà acheter des maisons et organiser ses garages comme on le souhaitait, ainsi que personnaliser et acheter ses voitures directement au concessionnaire. Bah là, ils ont repris tous ces éléments-là, sauf qu'ils sont allés beaucoup plus loin dans le délire. Par exemple, les concessionnaires, avant sur TDU1, je vous le disais, on pouvait aller dans tous les concessionnaires pour profiter de leur showroom et acheter un nouveau modèle, mais on pouvait pas vraiment y circuler librement, c'est-à-dire qu'on switchait d'un modèle de voiture à l'autre. Sur TDU2, on peut littéralement marcher librement dans le concessionnaire grâce à une vue FPS qui était ajoutée pour l'occasion. Il y avait plein de lieux qui ont été prévus de sorte à être explorés en vue première personne à pied, qui renforçait fortement le côté roleplay, mais ce qui permettait quand même aussi de donner plus d'intérêt encore aux maisons, puisque sur TDU1, je vous le disais, on avait des maisons, on pouvait voir notre personnage évoluer dedans, mais on pouvait pas directement s'y promener. Sur TDU2, ils sont vraiment allés beaucoup plus loin dans le délire. On pouvait explorer sa maison à la première personne, déambuler dedans, se promener dedans et aller voir toutes les pièces, et surtout, on pouvait relooker sa maison façon les Sims. On pouvait choisir les différents meubles, on pouvait choisir les différentes décos, et même si on est d'accord, hein, c'est vraiment quelque chose de secondaire sur un jeu de course, c'est ce genre de fonctionnalités qui ont tiré TDU2 vers le summum de ce qui s'est fait. D'autant plus que sur TDU2, on commençait bien plus bas sur l'échelle. La première maison du jeu, c'est littéralement un hangar à côté d'une caravane. Et au fur et à mesure du jeu, on se mettait à acquérir des manoirs gigantesques qu'on pouvait entièrement relooker. Et évidemment, on pouvait faire, encore une fois comme sur TDU1, explorer son garage, ranger ses voitures comme on le souhaitait, mais tout en se promenant ce coup-ci, bah pareil, dans son garage, grâce à la vue première personne. Donc TDU2, il y a eu quelque chose un peu bizarre qui a été fait, mais c'est vrai que même si le côté course pure et dure était, je trouve, globalement moins bien réalisé que sur TDU1, avec justement la physique un peu moins réaliste et un peu moins plaisante, les fonctionnalités RP, le lifestyle, l'histoire ont été tellement améliorées que c'est vraiment quelque chose qui est resté dans la mémoire des joueurs. Ces choses-là peuvent être considérées comme des détails, comme par exemple également le casino, puisque sur TDU2, il y a eu une mise à jour qui ajoutait un casino. Donc là, pour le coup, vraiment, il y avait rien à voir avec le monde de la course, juste on allait au casino et on pouvait jouer à tout un tas de types de jeux de cartes et au bandit manchot avec ou contre d'autres joueurs. Toutes ces fonctionnalités RP ont fait que des années plus tard, TDU2 est encore populaire. Il y a encore régulièrement des milliers de joueurs qui se connectent sur le jeu simplement pour profiter de la map, pour profiter de ce côté roleplay, pour aller visiter des concessionnaires, pour relooker leur maison. Ce mix bizarre de jeu de course avec un jeu GTA-like sans la violence a donné un jeu vraiment unique en son genre qui, 13 ans plus tard, est encore populaire. Et ça, clairement, toutes les licences de jeux de course ne peuvent pas en dire autant. C'est donc pour toutes ces raisons qu'il y a quand même une assez grosse hype à propos du prochain Test Drive Unlimited. Parce que même si TDU n'a jamais été le plus réaliste en termes de physique, même si les TDU n'ont jamais eu des car listes les plus fournis, notamment TDU2 qui a même moins de voitures que TDU1, et même si TDU2 n'était pas si impressionnant que ça pour son époque graphiquement, ils ont tout sur le côté roleplay et le côté lifestyle. C'est vraiment créé une identité particulière que les joueurs ont très hâte de retrouver sur TDU.
TDU Solar Crown, parce qu'il y a littéralement qu'un autre jeu qui, durant ces 13 années, n'a misé sur ce côté lifestyle. C'est une des raisons pour lesquelles Test Drive Solar Crown est aussi attendu. Mais c'est pas les seules raisons. Pour moi, il y a une autre raison qui fait que les gens ont absolument envie de tester ce Test Drive Solar Crown, c'est le fait qu'il y a pas mal de gens qui sont tout simplement lassés, voire saoulés par les jeux de la concurrence. Forza Horizon 5 est sorti il y a 3 ans, on en a tous fait le tour, et dès le début déjà, il y a pas mal de gens qui trouvaient que c'était juste FH4 avec une autre map. Il y a beaucoup de gens qui ont donc été rapidement saoulés par FH5, qui attendent avec une grande impatience le prochain gros jeu de course open world, comme Test Drive Limited Solar Crown. Du côté de The Crew, Motorfest est un très bon jeu, mais ils ont beaucoup misé justement sur une vibe à la Forza Horizon, qui a fait qu'avec le temps qui est passé, The Crew a un petit peu perdu son identité, et ses différences justement par rapport à un Forza Horizon. Need for Speed, n'en parlons pas, le dernier a été flopesque, même si quelques joueurs ont adoré Need for Speed Unbound, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment détesté tout l'univers graphique du jeu. Donc on va dire qu'en ce qui concerne les gros AAA de course open world, il y a un mix de frustration, de lassitude, qui fait que les gens ont simplement envie de tester quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant, et c'est ce qu'a l'air de proposer à première vue Test Drive Solar Crown. Alors évidemment, dans quelques jours, je vous ferai une vidéo pour vous résumer toutes les infos de Solar Crown, toutes les choses importantes à savoir sur le jeu avant éventuellement de l'acheter et d'y jouer, mais à première vue, Solar Crown a l'air de respecter ses promesses et a l'air de proposer effectivement quelque chose qu'on voit plus trop sur les jeux de course, c'est-à-dire un petit peu de difficulté, un vrai sentiment de progression, le retour du côté full experience lifestyle, même si à première vue ce sera moins poussé que sur TDU2, on peut espérer que ça arrivera avec des mises à jour, et surtout un jeu où on vous prend peut-être un peu moins pour des enfants et on vous prend un petit peu moins par la main pour vous guider. Il y aura plusieurs manières de progresser sur Test Drive Solar Crown, que ce soit en explorant la map, que ce soit en faisant des courses, en ayant une grande collection de voitures, il y aura plein de moyens de se différencier sur le jeu et d'avancer. Même si la map est beaucoup plus petite que celle d'un TDU1 ou d'un TDU2, le concept reste le même. C'est une vraie ville modélisée à l'échelle 1/1e. Et surtout, le choix de Hong Kong Island est un choix assez sympathique parce que des jeux de course qui se passent en Asie, il y en a aucun à ma connaissance dans les gros jeux. Ça va permettre de changer d'air, de voir un petit peu d'autres types de paysages que ceux que l'on voit habituellement sur les jeux de course de ces dernières années. Et même si la map est plus petite, elle est beaucoup plus verticale, il y a énormément de dénivelé et surtout il y a plusieurs niveaux de routes. C'est pas rare de voir sur la map différents endroits où il y a une route au niveau 0, il y a une autoroute au-dessus en mode aérienne et il y a des passages souterrains en mode tunnel. Test Drive Solar Crown a l'air tout simplement de proposer quelque chose de différent de ce qui s'est fait ces dernières années et a l'air de respecter l'ADN et l'identité des deux premiers Test Drive. Le jeu en lui-même fait globalement envie. Donc il y a vraiment 3 choses qui jouent en la faveur de Test Drive Solar Crown et qui à mon avis vont faire que ça va être un succès. Déjà la réputation des anciens jeux de la série qui était excellentissime, la concurrence qui a un petit peu saoulé tout le monde et qui ne fait que se repomper en permanence depuis des années, et le fait que de toute façon même s'il n'y avait pas de concurrence, Test Drive Solar Crown propose quelque chose qui à première vue a l'air d'être différent. Et je pense que c'est pour ces raisons que Test Drive Solar Crown en ce moment connaît une vraie hype. Alors certes on n'est pas loin de la sortie du jeu, ce qui forcément a tendance à un petit peu le booster sur les réseaux sociaux et dans la tête des joueurs, mais ça faisait longtemps personnellement que j'avais pas vu une aussi grosse hype sur un jeu de course. Vous imaginez pas le nombre de commentaires que je vois passer tous les jours qui disent des trucs du genre vivement TDU, j'en peux plus de Forza, ou TDU va vraiment exploser la concurrence. J'en vois littéralement des dizaines tous les jours. Donc il y a une grosse hype. Évidemment on verra comment le jeu arrive à gérer toute cette hype et comment les développeurs vont réagir par rapport à cette hype. On ne peut que espérer que Test Drive Solar Crown soit un succès et qu'il dure des années et que pendant des années les développeurs continuent d'être à l'écoute des retours des joueurs comme c'est actuellement le cas. S'ils respectent ses promesses, ça va être une énorme masterclass. Donc très hâte d'y jouer de toute façon comme tout le monde. La bonne nouvelle c'est que c'est très bientôt puisque effectivement je vous le disais c'est le 12 septembre 2024 pour l'édition normale mais c'est le 5 septembre pour ceux qui ont la gold. Et littéralement dans 2 jours, le 27 août c'est la bêta fermée pour les versions console. Donc en gros dans 2 jours on a normalement des nouvelles infos et des nouvelles petites images du jeu et ça fait plaisir. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura fait kiffer le fait de revenir un petit peu sur l'histoire de TDU et de vous montrer aussi quelques images du nouveau TDU Solar Crown. Si c'est le cas bien sûr je compte sur vous pour laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochaines vidéos et je compte aussi bien sûr sur vous pour jeter un petit coup d'œil au sponsor de cette vidéo qui a été, je le rappelle, World of Warships. Sachez pour info que évidemment la nouvelle bêta je vais la streamer ainsi que le jeu final, bien sûr on va faire beaucoup de live dessus, donc si ça vous tente de découvrir le jeu avec moi et la bêta en live, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, vous trouverez mon Twitch sous cette vidéo en description et en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime pour soutenir, et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. En ce qui concerne Solar Crown, on va avoir probablement beaucoup d'images qui vont arriver dans les jours à venir, je vais continuer de vous débriefer toute l'actualité du jeu, et comme je disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je vous ai prévu une grosse vidéo qui va sortir quelque part, soit le 31 août, soit le 1er septembre, qui vraiment sera un rappel de toutes les choses importantes à savoir sur Solar Crown, les dates, les prix, l'histoire, la map, les voitures confirmées, il y aura vraiment tout un tas d'informations, donc pensez bien à vous abonner
c'est pas encore fait parce que ce genre de grosse vidéo, je pense, va répondre une dernière fois à toutes vos grandes questions. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bonne journée à tous, ciao.